parler de l'histoire des greffes rénales. On sait que ça a été la greffe d'organes, la greffe en général, a été quand même une préoccupation très précoce des différentes cultures, puisqu'on sait en particulier que chez les Indiens, il y a environ plus de 1000 ans, enfin 1000 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà des tentatives d'autogreffe frontonasale pour récupérer des sections nasales, mais bon, ça c'était pas très connu du monde occidental. Dans, je dirais, l'imaginaire occidental et plus précisément l'imaginaire chrétien, eh bien, il y a le miracle qui est attribué à saint Côme et saint Damien sur un gardien d'une église qui leur était consacrée, donc après leur martyre évidemment. Et donc ces deux saints seraient crédités par un espèce de miracle d'avoir transposé la greffe d'un mort déjà décédé, donc on n'était pas très loin de Maastricht 3, et en remplacement, je dirais, d'une jambe sans doute nécrosée par une artériopathie, chez le gardien de l'église qui leur était consacrée. Donc ça, c'est un miracle qui leur est attribué et qui fait partie, je dirais, un petit peu de l'imaginaire des greffes. Un peu plus près de nous, à la Renaissance, on a déjà des travaux d'un chirurgien italien, Tagliacozzi, Gaspard de son prénom, qui a décrit des greffes aussi, des autogreffes, des greffes de transposition pour réparer des blessures nasales. Et la mauvaise légende dirait que les donneurs n'étaient peut-être pas si consentants que ça et qu'il aurait pu s'agir d'esclaves. Alors, encore plus près de nous, au XVIIIe siècle, un grand chirurgien écossais, Hunter, grand anatomiste, qui est d'ailleurs un des premiers à avoir utilisé le terme de choc sous sa version anglo-saxonne, dérivée du français. Et Hunter va réaliser des greffons d'ergots de coq sur le front du même animal, avec survie de l'animal pendant quelques temps. Et donc vous voyez le résultat de cette greffe qui est conservée sur l'animal empaillé au Royal College of Surgery d'Angleterre. Alors, encore plus près de nous, c'est une grande avancée quand même sur les greffes cutanées. C'est Roverdin, qui est un Suisse, qui a fait son internat de chirurgie à Paris vers 1870 et qui a inventé l'aiguille qui porte aujourd'hui son nom pour réaliser les premières greffes cutanées. Et il y a eu tout un développement de ces greffes cutanées avec une bonne efficacité du greffon. Ce sont des autogreffes. Grâce à cette aiguille de Roverdin, donc on a eu une avancée assez consistante. Toujours au XIXe siècle, un chirurgien autrichien, Peer, va développer les premières techniques de suture vasculaire, de réparation vasculaire. On pense effectivement aux complications de la chirurgie de guerre, etc. Et en 1902, Ullmann, un autre chirurgien autrichien, réalisa la première greffe de rein d'un chien transplanté dans le cou d'un autre chien. Et comme il est dit dans la littérature, le greffon semble avoir été fonctionnel pendant 5 jours. On n'a pas de précision sur la façon dont l'urine pouvait être émise et où est-ce qu'elle était émise d'ailleurs. Alors, en France, sans comité d'éthique bien sûr, Mathieu Jaboulet, qui est un grand chirurgien lyonnais, hélas disparu précocement dans un accident de train, va réaliser en 1906 2 xénogreffes d'un rein, à partir de reins de chèvre, implantés au niveau du coude chez 2 femmes qui étaient atteintes de néphrite terminale. Hélas, et bien sûr, ce fut un échec. Et je dirais que Mathieu Jaboulet va décéder brutalement dans l'accident qui est rapporté, c'est la catastrophe de Melun. Et un des élèves de Jaboulet, qui était Alexis Carrel, qui était son interne, lui va continuer dans la trajectoire chirurgicale des travaux de Jaboulet. Il partira aux États-Unis pour des raisons diverses et variées. Et Alexis Carrel va mener brillamment ses travaux sur les sutures vasculaires. Donc ça va lui valoir un prix Nobel en 1906 ou 2, je ne me rappelle plus exactement. Donc succès technique des greffes vasculaires, dont on a tous les bénéfices aujourd'hui dans la chirurgie vasculaire périphérique, etc. Et il y a eu des tentatives ensuite par Alexis Carrel de greffe chez l'animal, qui se sont soldées par des échecs. Mais Alexis Carrel a su deviner, même s'il a cessé de travailler dans cette direction, il a su deviner que vraisemblablement c'était la spécificité du donneur qui expliquait le rejet du greffon
et l'échec de la greffe. Donc il y a, même si à l'époque on connaissait à peine, je dirais, les groupes sanguins, les premiers groupes ABO, hein, Langsteiner, eh bien il a quand même deviné qu'il y avait quelque chose qui allait s'appeler l'immunité, et que c'était cette immunité qui était cause du rejet du greffon. Donc, secondairement, Alexis Carrel, au-delà de ça, va travailler en particulier avec Charles Lindbergh sur d'autres projets de culture cellulaire, de pompe cardiaque, enfin, etc. Et on sait qu'il va décéder en France en 1944, pas forcément dans les honneurs pour les raisons que l'on sait. En 1905, Edward Zirn, chirurgien autrichien, réalise la première greffe de cornée, succès, parce qu'on sait effectivement la spécificité de la cornée par rapport au reste de l'organisme du point de vue de l'immunité qui facilite cette greffe. Et donc ça, c'est une véritable avancée, un succès qui sera définitif, puisque aujourd'hui, on continue à greffer des cornées à partir de donneurs morts. Alors, une avancée assez brillante, c'est Yuri Voronoi, et d'ailleurs on remarquera que son nom nous fait penser aussi à Voronov, autre chirurgien français, et donc vraisemblablement de la même région, mais Yuri Voronoi est un chirurgien soviétique, enfin russe, et du milieu des années 30 au milieu des années 40, il va réaliser 6 tentatives de greffe à partir de donneurs morts chez les patients urémiques en phase terminale. Donc les donneurs sont morts, c'est des gens qui viennent de décéder, et les greffes sont réalisées au niveau de la cuisse, avec des sutures vasculaires. On sait que ça a été un échec sur le plan, puisqu'il y a eu décès de tous les patients, bien sûr. Les sutures vasculaires, en tout cas, les autopsies des sutures vasculaires ont montré qu'elles étaient perméables, donc l'échec n'était pas à ce niveau-là. L'échec était bien évidemment au niveau de l'immunité et du rejet de la greffe. On rappellera donc que les interventions étaient réalisées sous anesthésie locale et il n'y avait même pas de vérification simplement du groupe sanguin du donneur par rapport au receveur. Mais en tout cas, ça a été une avancée quand même consistante, au moins dans le projet de la greffe rénale. Alors, avancée extrêmement brillante, c'est Peter Medawar, et on verra dans la diapositive suivante qu'à cette époque-là, on est à peu près au moment de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il y a une opposition, je dirais, entre les biologistes qui disent « attendez », on reverra ça dans la diapo suivante, et les chirurgiens qui veulent absolument avancer. La très grande avancée qui a des répercussions jusqu'à aujourd'hui, c'est clairement Peter Medawar qui aura un prix Nobel totalement justifié en 1951, qui va être aidé par un chirurgien qui s'appelle Gibson, qui est un chirurgien plasticien, et ils vont réaliser une première avancée, c'est-à-dire de définir les protéines qui sont à la base du rejet, donc définition de l'immunité et du rejet. C'est pas pour nous, c'est pas une alerte. Donc Peter Medawar, ça c'est une très grande avancée, et donc ils vont définir effectivement les modalités protéiques du rejet, c'est-à-dire quels sont les mécanismes immunitaires qui font que le receveur va rejeter le donneur. Et là où il va aller beaucoup plus loin avec les répercussions d'aujourd'hui, c'est qu'il va travailler sur la tolérance au greffon en utilisant ce qu'on pourrait appeler le chimérisme, c'est-à-dire déjà ce qui va être un peu précocement des cellules souches qui vont faciliter l'acceptation par le receveur du greffon, et on verra dans la dernière diapo du topo comment ça fonctionne aujourd'hui. Et donc c'était une double avancée, et c'est vraiment un énorme travail qui a été réalisé, qui était publié d'ailleurs dans le Journal of Zoology, donc qui n'était même pas un journal de médecine, mais en tout cas c'était un prix Nobel extrêmement bien mérité. Donc double avancée, caractérisation du rejet et amélioration de la tolérance au greffon. Donc ce que je vous disais, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, grosso modo, les chirurgiens disent il faut avancer, on va y aller, on va progresser. Les biologistes disent attendez, il faut quand même qu'on améliore les choses, qu'on facilite, qu'on comprenne ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'il y a un échec. Alors, avancée chirurgicale, en France, déjà une grande avancée sur le plan technique, c'est toute l'équipe qui est un petit peu sous la houlette de René Cus, qui est un chirurgien strasbourgeois, Charles Dubosc, d'autres chirurgiens français de l'époque, vont réaliser
tout début de 1952 une tentative sur une douzaine de patients de greffe selon la technique de René Cus, qui est la technique de... Vous voyez, le greffon rénal est installé en... Comment dire, en iliaque, en extra-péritonéal, donc toujours dans la cavité abdominale. Donc ça simplifie déjà le travail du chirurgien. On ne le met pas au niveau du coude, du cou ou de la cuisse. Donc ça, c'est une belle avancée, en tout cas, puisque c'est une technique qui reste aujourd'hui d'actualité. Alors, deux choses quand même. Donc, donneur mort, bien sûr. Précocité sur les Chinois, parce que, semble-t-il, certains donneurs étaient des guillotinés. Bon. Donc, on avance quand même. Plus près de nous encore, donc, le travail de Jean Burger, donc 1955, va réaliser avec donc Jean Burger, qui est celui qui va définir la néphrologie, et en collaboration avec un chirurgien parisien, Louis Michon, il va réaliser donc ils vont réaliser tous les deux, enfin sur le plan technique, c'est Louis Michon qui a fait la greffe, à partir de chez un jeune homme qui était urémique en phase terminale, et le donneur sera sa propre mère. Donc on avait une immunité assez proche. Et donc, première tentative, avec un résultat partiel, puisque la personne va avec une reprise de la durèse, et malheureusement, le décès par rejet du greffon, même si c'était la mère qui était donneuse, et donc décès de ce jeune homme au bout de 3 semaines, avec hélas, une relative avancée, c'est-à-dire que l'autopsie du greffon rénal rejeté va s'avérer envahi de cellules lymphocytaires. Donc ça va ouvrir des perspectives de recherche qu'on verra un petit peu plus loin avec Jean Dosset, mais toujours dans l'incompréhension du mécanisme de rejet, et de la question se pose d'utiliser ce qu'on n'appelait peut-être pas à l'époque encore des immunosuppresseurs, mais un certain nombre de thérapeutiques, en particulier la radiothérapie ou la corticothérapie, pour diminuer cette immunoréponse et faciliter la tolérance du greffon. Donc, même si c'est un échec partiel, ça va ouvrir de nouvelles voies de recherche. Alors, la première greffe réussie réellement, puisque le receveur a vécu plus de 8 ans, c'est celle-ci qui est réalisée au Brigham and Women's Hospital de Boston. Donc vous voyez le receveur et son frère jumeau, c'était des jumeaux monozygotes bien sûr. Un tableau a immortalisé la scène où on voit donc il y a un tableau qui est toujours à Boston, où on voit les deux salles d'opération qui étaient contiguës. On peut imaginer toute la tension qui a existé au moment de... Il est interdit de fumer dans les lieux publics. Pour le confort et la sécurité de tous, nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos cigarettes dans les cendriers prévus à cet effet. Nous vous remercions de votre compréhension. Nous vous souhaitons un agréable séjour au Palais des Congrès de Paris. Ladies and gentlemen, in application of the law, we remind you that it is strictly forbidden to smoke on the premises. For your comfort and security, please extinguish your cigarettes. Thank you for your comprehension and welcome you to the Palais des Congrès de Paris. Bien. Donc, première greffe réussie à Boston, puisque survie du greffé pendant plus de 8 ans, et son frère est décédé à 79 ans, donc on n'a pas subi des séquelles. C'était des jumeaux monozygotes. Je reviendrai tout à l'heure sur la technique. C'est assez intéressant. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, à Boston, il y avait la conjonction, je dirais, de plusieurs cerveaux de la médecine, qui étaient là un petit peu qui ont facilité sûrement, qui ont compris qu'il y avait quelque chose à jouer. Il y avait Willem Kopf, qui était un Hollandais, qui avait eu un brillant passé de résistant en Hollande, et qui avait commencé en Hollande, c'est un médecin, à s'intéresser à l'insuffisance rénale, à la dialyse, etc. C'est un véritable bienfaiteur de l'humanité parce qu'il a quand même inventé les premiers reins artificiels. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a eu que le prix Lasker tardivement, en 2002. Enfin, en tout cas, Willem Kopf avait quitté la Hollande pour aller travailler à Boston et poursuivre ses travaux sur la dialyse dans un service de cardiologie où il y avait un cardiologue qui était John Merrill, qui avait d'ailleurs servi sur Bombardier et Enola Gay.
si ça vous dit quelque chose. Et il y avait aussi Joseph Murray, qui était un chirurgien plasticien qui avait beaucoup travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale sur les greffes cutanées chez les brûlés, et qui était venu rejoindre cette équipe, s'occuper de la chirurgie expérimentale à Boston, pour travailler donc sur toute l'expérimentation, et donc il y avait déjà une bonne culture de la greffe. Et d'ailleurs, dans le processus de greffe qui a été réalisé sur entre ces deux jumeaux, il a commencé par réaliser d'abord une greffe cutanée du donneur au receveur. Donc ils ont pu voir la tolérance de l'un à l'autre déjà sur le plan de l'immunité. Donc il n'y a pas eu de rejet du greffon cutané, donc ils ont avancé dans cette direction. Et, pardon, non, je croyais qu'il y avait une question. Et donc, ils ont continué à entamer le processus de greffe. Il faut savoir qu'à l'époque, se sont posées beaucoup de questions, en particulier d'ordre juridique. Certains ont dit à Murray, attention, tu mets ta carrière en péril. Il y a eu un certain nombre de questions sur lesquelles on a eu quelques réponses un peu plus tard. Grosso modo, donc l'intervention s'est déroulée sans problème particulier. Il n'y a pas eu besoin d'immunosuppresseurs. L'intervention a duré environ 1h30. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le donneur, alors l'intervention du receveur a été réalisée bien sûr sous anesthésie générale. Le timing en gros c'était 1h30 à peu près, donc c'était quand même des bons chirurgiens. Et le donneur a été n'a pas été endormi complètement, c'était une intervention qui était réalisée sous rachianesthésie continue. Il faut savoir que les aiguilles de Thioï qui ont été inventées en 1944 ne l'étaient pas pour faire des péridurales, mais pour faire des rachianesthésies continues. En tout cas, bon, bref, le donneur a subi une rachianesthésie continue, bon, aucune séquelle pour l'un ou l'autre. Voilà un petit peu les avancées. Il faut savoir que le chef de service d'anesthésie qui a chapeauté l'ensemble du processus d'anesthésie de l'époque a ensuite pris en charge la célèbre revue Anesthésiologie, dont il est devenu rédacteur en chef pendant quelques décennies. Voilà. Donc, les questions d'éthique ont été posées donc, dans les années 50, en particulier sur commençaient à se poser. Est-ce que c'est éthiquement acceptable? Est-ce que c'est juridiquement acceptable? Donc, un certain nombre de questions. Et il faut savoir que Pie XII, qu'on avait connu plus mutique quelques années auparavant, s'est prononcé très favorablement, enfin, en tant qu'autorité religieuse, au moins d'une religion, en disant qu'il était tout à fait légitime que des médecins, se préoccupant du bien de leurs proches, de leurs patients, eh bien, réalisent de telles avancées et, bien sûr, ait mis aucun obstacle à la réalisation de ces greffes, ce qui a quand même eu un impact, je dirais, assez favorable sur la suite. Donc, l'intervention réalisée en... Voilà. Donc, ensuite, chacun a eu... Édouard Murray a continué à travailler sur les greffes en général, avec aussi beaucoup d'avancées. Il a reçu à juste titre le Nobel en 1990 pour ses travaux, et c'est clairement mérité parce que c'était quand même quelque chose d'audacieux d'être capable à un moment donné de prendre un risque consistant. Donc je vous dis, survie du receveur pendant environ 8 ans. Alors je vous avais parlé tout à l'heure de l'autopsie du malheureux jeune qui était décédé en France de la première tentative d'Amburger et Michon. Et effectivement, l'autopsie avait montré que le rein, le greffon, était envahi par les lymphocytes du receveur. Donc à la suite de ça, il y a eu tout un tas de travaux qui ont été initiés grâce à Jean Dosset, avec la définition du système HLA, qui a permis de comprendre les mécanismes du rejet, et puis d'avancer un petit peu plus loin sur la question des immunosuppresseurs. Il faut rappeler que Jean Dosset avait commencé sa carrière comme médecin transfuseur dans la première armée française, et que, intéressé par la transfusion, mais il avait continué dans cette direction, et s'était intéressé au système HLA, avec le prix Nobel qui allait ensuite en tant que récompense. Donc là, je cite le texte de Pie XII, vous voyez, quand il veut, il peut répondre, enfin, il pouvait répondre à des questions. Et donc, effectivement, il dit bien que ça s'inscrit dans un devoir d'assistance envers la société humaine, et voilà. Donc, aucune opposition de l'Église à ces thérapeutiques. Alors, les avancées continuent parce que se pose la question qu'il faut trouver quand même
des donneurs. On est dans les années 50, ce sont les débuts, je dirais, de la réanimation médico-chirurgicale. Et beaucoup de travaux vont découler, en particulier de travaux français qui vont faire avancer les choses, en particulier la définition de la mort encéphalique. Il y a eu de nombreux travaux, Mollaret, Goulon, etc. On disposait quand même de l'artériographie à l'époque, donc ce qui permettait de visualiser la mort cérébrale. On n'avait pas encore d'IRM ou de EEG profond. Secondairement, donc à la suite de donc ça a été des oui, merci. Et secondairement à tout ça, eh bien, il y a eu un certain nombre, on a avancé pendant quelques années, sans législation vraiment proprement dit. Et puis, la loi Caillavet est arrivée en 1976, qui a fait que chacun était potentiellement donneur en cas de mort cérébrale. Bon, on sait que ce n'est pas tout à fait facile, même aujourd'hui, même si les choses sont bien clarifiées. Et en tout cas, ça a été une avancée législative consistante, en particulier pour ce qui était de définir le donneur, le receveur, etc. Fin des années 80, début des années 90, c'est Borel, qui est donc un biologiste suisse, qui va isoler la cyclosporine. Et cette cyclosporine va être un des vrais premiers médicaments qui vont traiter l'immunosuppression, parce qu'avant, on en était réduit à la radiothérapie, corticothérapie, etc., avec toutes les séquelles possibles que ça pouvait entraîner pour les patients. Bon, la cyclosporine n'a pas été forcément la panacée, il y avait des effets secondaires, etc., mais une avancée quand même très consistante pour la tolérance des greffons, et avec toutes les, bien sûr, c'était ouvrir la voie non seulement aux greffes rénales, mais à l'ensemble des autres greffes, puisque là, on est dans les années 90, mais déjà depuis les années 60, on avait commencé à tenter de greffer des cœurs, etc. Alors, autre avancée, donc, c'est ce qu'on appelle Maastricht 3, donc les donneurs à critères élargis. Et en fait, on se retrouve en fait avec bien sûr beaucoup plus d'éléments quant à l'immunité, mais on se retrouve un petit peu dans la situation de Voronoi qui prenait des donneurs morts ou des chirurgiens français de l'équipe de René Cusse qui prenaient aussi des donneurs morts. Donc ça, c'est quand même des avancées consistantes qui vont sûrement permettre d'élargir le pool, enfin, c'est des patients décédés, mais en tout cas, ça va permettre d'élargir potentiellement le pool de donneurs, en particulier pour la greffe rénale. Alors, je reviens là sur, ce sera sans doute la dernière diapo, je vous ai parlé de Peter Medawar et de ses travaux dans les années 40 sur le rejet et surtout sur la tolérance. Aujourd'hui, la voie, semble-t-il, qui se profile, sous toute réserve, c'est ce qu'on appelle le chimérisme, qui consiste à, d'une part, transférer un greffon à quelqu'un et lui administrer aussi des cellules souches du donneur pour favoriser la constitution d'un chimérisme qui va permettre une meilleure tolérance, c'est-à-dire que des cellules souches du donneur vont s'installer dans l'organisme du receveur et vont faciliter la tolérance au greffon et limiter l'usage. J'avais vu une petite série américaine là, d'une douzaine de patients qui ne recevaient pas d'immunosuppresseurs. Donc tout ça, c'est les répercussions des travaux de Peter Medawar dans les années 40, qui sont des choses qui ont fait vraiment avancer les choses. Voilà. Donc c'est un petit peu l'histoire de... Donc on est à peu près à maintenant 51 ans des premières greffes succès, donc la greffe de 54 à Boston. Donc aujourd'hui, je crois que la greffe rénale est devenue quelque chose de, je dirais quasiment de banal. C'est sans doute une des greffes les plus simples à réaliser. Mais ce qu'il faut quand même mesurer, c'est toute l'audace éthique de tous ces gens qui ont travaillé qui ont parfois pu mettre leur carrière en péril pour réaliser quelque chose au bénéfice de l'humanité. Je vous remercie de votre attention.